bref chouïa. Bon, j'ai pas mis le corrigé type. Je peux mettre des corrections sur la page de cours, mais je peux me permettre de balayer les questions de l'interrogation avec vous. Et puis, entre-temps, si vous avez des questions là, n'hésitez pas à m'interrompre, bien sûr. Donc, de voir, il y avait une partie, tu as les questions de cours, je peux quand même la reprendre. On vous demande quelle est la définition des abréviations suivantes. CPU, RAM, CPI, CS-bar, etc. Tout ça, c'est des termes qu'on avait vus, qu'à chaque fois, je vous donne l'abréviation par le terme. Il fallait tout simplement répondre par Central Processing Unit ou la Random Access Memory ou la CPI. On l'avait vu, les horloges, c'est le cycle par instruction. Donc, le cycle moyen par instruction. Et CS-bar, c'était une des branches d'un processeur, c'est le chipset select. Donc, c'est pour chipset select, c'est pour, pour dire est-ce que le boîtier est sélectionné ou pas. Deuxième question, c'était, soit une horloge de fréquence de 2,5 MHz, donner le nombre de cycles générés par seconde par cette horloge. Il fallait tout simplement traduire, parce que le hertz, c'est le seconde moins 1, c'est le nombre d'actions par seconde. Donc, 2,5, il fallait la convertir en hertz. Mégahertz en hertz, ça fait 2,5 fois 10 à la puissance 6 hertz. Donc, 2,5 fois 10 à la puissance 6 actions ou cycles générés par seconde, tout simplement. Troisième question, c'était donner tous les registres généraux de données du processeur ainsi que leur taille. Donc, rappelez-vous, il y avait une classification sur les registres. Là, on vous a demandé les registres généraux. Il y a deux classes, les registres généraux. Il y a les registres généraux de données et les registres généraux d'index et de pointeurs. On vous a demandé les registres généraux de données qui sont le AX, le BX, CX, DX et leurs dérivations, AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH. Donc, on vous a demandé leur taille aussi. Il fallait tout simplement les citer. La première classe, les variantes de X, il faut dire que c'est 2 octets, les autres, c'est un seul octet. Donner le nombre de branches du processeur 8086, vous le connaissez, on a 40 branches, 20 d'un côté, 20 d'un autre. Quelle est la différence entre la famille des processeurs CISC et RISC? Il fallait quand même dire que la différence fondamentale entre les deux catégories, c'est au niveau du jeu d'instruction. CISC, c'est une classe de processeur, un jeu d'instruction dont la taille elle est variable. RISC, c'est une catégorie de processeurs, la taille des instructions, la taille des jeux d'instruction, qui est fixe. Lorsque l'opération d'écriture d'un mot en mémoire centrale, lors de l'opération d'écriture d'un mot en mémoire centrale, donc pendant que le processeur est en train d'écrire en pleine mémoire centrale, le CPU 8086 envoie sur le bus système l'adresse et la donnée, en même temps ou l'une après l'autre. Pourquoi? Pour cette question, en fait, on sait que le bus de données wahdo, le bus d'adresse wahdo, le bus de commande wahdo, et l'écriture d'une donnée en mémoire centrale, c'est vrai que le processeur a besoin d'envoyer et l'adresse et la valeur et la commande d'écriture. Sauf que le processeur 8086 a malheureusement pas la possibilité d'envoyer et les adresses et les données en même temps. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il les envoie en même temps ou l'une après l'autre et les envoie l'une après l'autre? Pourquoi? Quelqu'un pourrait me dire pourquoi? Les branches de la processeur multiplexé. Exactement, c'est tourné. Les branches, le 8086, sur le processeur même, les branches, l'adressage, donc de A0 à A19, mais les branches de données, les D0 D15, sont multiplexées. AD0 AD15, c'est multiplexé entre les adresses et les données. Et donc, il ne peut pas les utiliser à la fois pour l'adressage et pour les données. Donc, il va envoyer une des deux.
Et ensuite, il va enchaîner par l'autre. Donc, soit il va envoyer l'adresse, ensuite la donnée, ou la donnée, ensuite l'adresse, mais l'ordre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va les envoyer consécutivement à l'âge parce que les branches sont multiplexées et donc il ne peut pas les utiliser à la fois en même temps. Donc, il n'y a pas une séparation. Sur les processeurs récents, les branches sont nombreuses. Je vous ai cité le cas i7 qui possède 2011 branches. Là, les branches, on peut en faire autant de fonctions qu'on veut. Et si elles sont séparées, les branches, c'est qu'on peut faire du parallélisme. On peut envoyer les deux en même temps. Donc, je passe à la deuxième partie. Tu as les énoncés. Nous considérons une architecture équivalente à celle du processeur 8086 avec quelques légères modifications. Les changements sont les suivants. Un bus d'adresse ayant 12 branches. Donc, l'adresse envoyée du processeur à la mémoire centrale qui se fait dans un sens derrière, elle est sur 12 bits. Un bus de données de 16 branches. Donc, là, il n'y a pas quasiment de changement. Et des registres à 8 bits seulement. Quelle est la donnée en hexadécimal, minimale et maximale véhiculée sur ce bus? Bon, il y a un certain nombre de choses que je ne vais pas peut-être citer directement, mais le calcul, il est simple. Donc, quelle est la donnée en hexadécimal, minimale et maximale véhiculée sur ce bus? Déjà, pour répondre à cette question, c'est une question liée à ce qu'on avait fait FTD, c'est une donnée. Elle peut être positive, elle peut être négative, donc il y a deux parties. Vous devez répondre par la donnée minimale, maximale quand la donnée elle est signée et quand la donnée elle est non signée. Quand la donnée elle est non signée, la donnée où elle est signée, donc elle est sur 16 branches déjà. Non signée en minimal, c'est des 0 partout, au maximal, c'est des 1 partout. Signé, par contre, vous devez prendre le bit de signe, donc le minimal. Vous devez prendre en compte le signe, donc c'est 1, 0 partout, et au maximal, c'est 0, 1 partout. Pour ce qui est des adresses, par contre, il n'y a pas de valeur signée, donc toutes les valeurs sont non signées, on n'a pas de bit de signifie les adresses. L'adresse, c'est une valeur non signée. Quelle est l'adresse en hexadécimal, minimale et maximale véhiculée sur ce bus? L'adresse, déjà la taille d'une adresse, c'est quoi? C'est 12 bits, parce que le bus d'adresse, il est sur 12 branches. Et sur ces 12 bits, en fait, la valeur minimale, c'est des 0 partout sur 12 bits. Donc, ça vous fait 3 chiffres en hexadécimal, 00H. Et la valeur maximale, c'est des 1 partout sur 12 bits. Ça vous fait FFFH, qui est la valeur maximale, la valeur d'adresse maximale. L'adresse maximale peut être gérée par ce processeur. Ensuite, quelle est la taille d'une adresse mémoire physique? Quelle est la taille de la mémoire centrale supportée par ce processeur? Eh bien, la taille d'une adresse mémoire physique, elle est sur 12 bits. Donc, la taille, c'est 12 bits. Et la taille de la mémoire centrale supportée, eh ben, c'est, puisque l'adresse elle est sur 12 bits, c'est qu'on peut adresser les adresses 0 partout sur 12 bits jusqu'à 1 partout sur 12 bits, soit autant d'octets que de 0 à 2 à la puissance 12 moins 1, soit 2 à la puissance 12 octets la mémoire centrale. Et 2 à la puissance 12 octets la mémoire centrale, c'est 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 10, ça fait 4 kilooctets. Donc, la mémoire centrale qui peut être gérée par ce processeur, c'est 4 kilooctets. Quelle est la taille d'une adresse logique et pourquoi? Et donner les deux adresses logiques minimales et maximales. On avait parlé des adresses physiques comme si c'est des adresses qui sont liées à la taille de la mémoire centrale ou au bus d'adressage. Mais les adresses logiques, rappelez-vous, c'est des choses qui sont liées à la taille des registres internes. Parce que l'IP, comme étant un registre d'index de la prochaine instruction qui donne l'adresse logique, ou déplacement de la prochaine instruction exécutée, dans une architecture pareille, qui est un registre sur 8 bits, donc automatiquement, toute adresse logique, elle est également sur 8 bits. Pourquoi? Parce que la taille des registres, elle est tout simplement sur 8 bits. Donner les deux adresses minimales et maximales, c'est des 0 partout sur 8 ou des 1 partout sur 8 bits. Donc ça fait 00H et FFH. Quelle est la taille maximale d'un segment mémoire et pourquoi?
Et ben, comme une adresse logique, elle est sur 8 bits, et ben, la taille a un segment mémoire dans une architecture pareille est de 2 à la puissance 8 octets. Parce qu'avec une adresse logique, on peut adresser tous les octets d'un segment. Puisque l'adresse logique, elle est sur 8 bits, donc on peut avoir les adresses de 0, 0 à tel FF. Il y a autant d'octets que de 0 à 2 à la puissance 8 moins 1. Donc 2 à la puissance 8 octets. Et voilà, ça correspond à 256 octets, je crois, si je me trompe. 512, hein. Après, on peut faire le compte à la main. Donc, 0, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128. En principe, c'est 128 octets. En tout cas, c'est de la puissance 5. Quelle est la taille maximale d'un segment? Donc, on vient de répondre, c'est 2 à la puissance 8 octets. Comment se fera le calcul d'une adresse physique à partir d'une adresse logique sur cette architecture? Eh bien, le principe par la conversion, et pourquoi? Donc, le principe par la conversion reste toujours pareil, 80-86. Une adresse logique qu'on veut traduire en adresse physique, eh bien, avec le déplacement, il faut le multiplier par la base. Donc, ça va se faire l'adresse physique sera égale toujours à la base, qui est soit le CS ou le DS, ou là, en tout cas le registre segment correspondant à l'objet, que ce soit une instruction ou une donnée, fois un certain nombre de choses, plus le déplacement. Le déplacement, ou l'adresse logique, elle est sur 8 bits. Et il faut la convertir en 12 bits. Pour la convertir en 12 bits, il faut rajouter les 4 bits à droite. Donc, de 8 à 12, on rajoute les 4 bits à droite. Pour ajouter les 4 bits à droite, ben, c'est pareil que faire la multiplication par 2 à la puissance 4 et 16. Donc, c'est exactement la même chose que de passer du 16 bits à 20 bits, le 80-86, qui m'a fait 80-86, d'accord? Donc, 80-86, on était obligé de passer du 16 à 20, donc en faisant une multiplication par 16. Maintenant, on passe de 8 à 12, et ça fait pareil par une multiplication par 16 en décimale. Là. Donc, le calcul se fera par l'adresse physique égale la base, qui est soit CS, soit le DS, fois 16 plus l'adresse logique. Pourquoi? Parce que voilà, il faut convertir les 8 bits qui correspondent à l'adresse logique, à la taille d'une adresse logique, en 12 bits qui correspondent à l'adresse physique. Voilà. En quelques minutes, la réponse plus ou moins aux questions à l'interro. Après, malheureusement, pour l'instant, vous avez tous un 0. Puisque je ne vous ai pas encore communiqué les notes, mais j'ai essayé de vous les donner le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il en est. Je peux me permettre aussi de vous dire s'il y a des questions aussi sur ça ou là sur autre chose, sur le cours, etc. On peut essayer de répondre rapidement. S'il n'y a pas de questions, ben, je dirais bon. Oui, là-bas. En fait, une question. Oui? Oui, je t'en prie. Ah, d'accord. En fait, j'ai une question pour l'accès à la mémoire. Si, par exemple, on a 2 variables, chaque variable est octet. عاودي عندك 2 variables. Et là, la cellule. Il y a le registre de le CPU. Supposons que j'ai 2 variables successives. D'accord. On va placer successivement la mémoire. Et chaque variable a un octet. D'accord. Mais la mémoire. Et chaque variable a un octet. C'est juste une seule case de la mémoire. D'accord. Là, que je veux accéder à, par exemple, j'utilise le registre de Yahoo sur 16 bits. Il y a un registre de données. Il va prendre la première variable et la partie. Après, il y a un autre accès pour une variable. Non.
Alors, si je comprends bien ta question, c'est que tu as deux variables sur la mémoire centrale, elles sont consécutives, donc supposons X et Y, et que ce que tu viens de me dire, c'est que tu vas faire un accès en lecture pour la première variable, que le résultat TH, tu vas le ranger dans un registre de 16 bits. Est-ce que c'est bien ça, l'arabe? Allô? Là-bas. Je ne sais pas si tu es toujours avec moi. Là-bas. Là-bas. Je pense qu'elle a perdu la connexion. Ok. Bon. Je vois bien que quand je réponde, elle sera là, parce que la question elle a été posée par elle. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui sont là, très bien. L'arabe, tu es là. Je m'excuse, monsieur. J'étais déconnectée. Ok. Je me posais la question parce que ce n'était pas moi qui s'est déconnecté. Donc, la question est avec l'arabe, si tu peux me permettre de me la rappeler. Retenez qu'il y a deux variables, x, y, elles sont consécutives en mémoire centrale, chacune elle est sur un octet. Donc, la somme des deux, c'est 2 octets. Pour retenez, on peut se permettre de lire la première variable et quand on va la lire, on va la récupérer dans un registre de 16 bits. Ça, halal. Oui. Ok. Donc, réellement, qu'est-ce qui va se passer quand vous faites l'opération de la lecture de la première variable dans un registre de 16 bits? Automatiquement, le processeur va demander à la mémoire centrale de lui récupérer 16 bits à partir de l'adresse de début à la première variable. Donc, automatiquement, il va récupérer et la première variable et la deuxième variable. D'accord? Et le premier octet qui correspond à la première variable et le deuxième octet qui correspond à la deuxième variable. Donc, je vais essayer d'écrire quelque chose qui syntaxiquement n'est pas forcément juste, mais voilà. Ce que je veux, c'est que je suppose que dans AX, je vais ranger la variable X et que X est suivi en mémoire centrale par le Y. D'accord? Donc, il y a une X et ensuite le Y. Dans ce cas-là, le X a une adresse, le Y a la même adresse plus 1. Entre les deux variables, X va représenter l'octet de poids faible et Y va représenter l'octet de poids fort. Ça, si on prend ça comme étant un mot. Eh bien, X, quand ça va être récupéré, quand le processeur va récupérer 2 octets de la mémoire centrale à partir de l'adresse de X et qu'il va les ranger dans AX, c'est que l'AH va recevoir l'Y et l'AL va recevoir l'X. On est d'accord? Parce que la partie high de l'AX va recevoir l'octet de poids fort et la partie low de l'AX, l'AL, va recevoir l'octet de poids faible dans le mot. Donc ça, c'est une part. Maintenant, ta question, je ne pense pas l'avoir entendu correctement l'arabe. Est-ce qu'il va faire ça en un seul accès ou là en 2 accès? C'est ça? Oui, exactement. C'est concernant le bus de données. Alors, logiquement. Je parlais de logiquement parce qu'il y a un détail qui est absurde aujourd'hui dans les architectures des ordinateurs, qui ne reste valable que pour le 8086, que je ne voulais pas du tout détailler pendant le cours. C'est le 8086 a de la philosophie. Les adresses mémoire sont divisées. La partie paire, la partie impaire, ou جايين collées une à l'autre. Donc, quand le processeur il une adresse paire, il a 16 bits, il a le paire ou l'impair, il avec un seul accès. D'accord? Ça, c'est quelque chose que je ne vous ai jamais raconté. Je suis en train de vous le raconter la première fois. Mais ça, c'est pour vous, pour votre culture, beaucoup plus qu'autre chose. Parce que
Donc, le processeur qui a une adresse paire dans la mémoire centrale, il a un seul transfert. Il a l'adresse paire ou l'adresse impaire sur 16 bits. Il a le mot camel, ça, c'est un seul transfert. Le problème, c'est que quand il va récupérer 16 bits à partir d'une adresse impaire, qu'il aura du mal, le processeur. Et la mémoire aussi de faire un seul transfert. Maintenant, je t'appelle la partie impaire de une ligne ou la partie paire de la ligne suivante en un seul transfert. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme j'ai toujours représenté la mémoire comme étant un tableau, un seul octet par ligne. Le 8086, c'était une structure rigide. Il n'y a pas une seule colonne, il y a deux colonnes. Il y a colonne qui a les adresses paires, colonne juste à côté, les adresses impaires. Donc l'octet 0 suivi par l'octet 1. On va dans saute la ligne, il y a l'octet 2 suivi par l'octet 3. On va dans saute la ligne, l'octet 4 suivi par l'octet 5. Et les transferts mémoire processeur le 8086, et bien quand le processeur va lire un octet d'adresse paire, qui m'a l'octet 2 par exemple, qui se trouve sur la deuxième ligne, il va dire comme le 2 le 3 avec un seul transfert. Par contre, si vous lui demandez de récupérer 16 bits à partir de l'adresse 3, il se trouve sur la deuxième ligne. Donc, il va dire comme l'octet 3 et l'octet 4, les 16 bits à partir de l'octet 3. Il dit comme l'octet 3 la deuxième ligne. Et pour vous récupérer l'octet 4 la ligne suivante, il va devoir faire un autre transfert. Et du coup, d'un point de vue temps, déjà, d'un point de vue nombre de transferts et d'un point de vue temps de réponse de la mémoire centrale au processeur quand il s'agit des lectures, eh ben ça dépend de la parité de l'adresse demandée. Quand l'adresse elle est paire, le transfert il est fait rapidement, donc en termes de temps et en termes de nombre de transferts. Par contre, quand l'accès se fait vers une adresse impaire, déjà sur la deuxième colonne, et donc elle sera aussi suivie par l'adresse paire par la ligne suivante, eh ben ça met du temps. Il y a un temps qui s'ajoute, il y a aussi un transfert qui s'ajoute, c'est-à-dire il y a un premier transfert de la partie paire suivi par un transfert de la partie impaire. La partie impaire suivie par un transfert de la partie paire. Monsieur, donc, le bus, genre, quand il accède à une adresse, que ce soit paire ou la impaire, il ne peut pas prendre juste la valeur, les rahif, avec l'octet. Mais il y a deux octets à la fois, c'est ça? Le transfert linéaire de la mémoire centrale au processeur, sincèrement, c'est un détail que je n'ai pas envie de rentrer, dans lequel je vais rentrer dedans. Est-ce qu'il y a toujours un transfert à 16 bits et toujours un transfert à 8 bits suivi par un transfert à 8 bits? Mais ça dépend de la capacité de la mémoire à y répondre par la même chose. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, est-ce que le processeur reçoit les 16 bits? Et donc, même quand il reçoit les 16 bits et qu'il en veut uniquement des 8 bits, il va aider la partie faible des 16 bits. D'accord? Donc, sur les branches du AD0 à l'AD15, mais quand il veut récupérer juste 8 bits, il va aider l'AD0 à l'AD7. Donc, par exemple, les X, Y consécutifs, mais il peut prendre le X ou la X et le Y à la fin. Selon ce que tu vas lui demander l'instruction. Par contre, si tu lui mets AL reçoit X, c'est que forcément, il va prendre que les bits de X, il va les ranger dans AL ou il va les ranger dans AA, selon ce que tu as décrit dans l'instruction. Donc, la destination avec l'instruction, c'est ce qui va imposer qu'est-ce qu'on récupère, le bus. D'accord? Et justement, la question c'est à propos du bus lui-même. Est-ce qu'il a le droit de récupérer juste 8 bits ou il a toujours 16 bits? Tu me laisses le temps, je te répondrai. Je n'ai pas la réponse exacte tout de suite, mais je voudrais absolument la confirmer parce qu'il y a une branche, le bus de commande, qui devrait en principe spécifier ça. C'est-à-dire que quand il y a un transfert, est-ce que c'est un transfert à un byte ou là non? Et c'est pratiquement une commande que le processeur envoie à la mémoire pour lui demander de lui transférer soit un seul byte ou là un. Mais je voudrais la confirmer avant de te répondre à cette question-là. D'accord? Oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Monsieur. Monsieur. Oui, Khan. Khan, ensuite, Bachir, les deux, vous avez des questions. Allez-y, Khan. Monsieur, la fragmentation, entre les segments, là, entre le contenu de le segment. عاودي برك la question. La fragmentation, la mémoire, entre les segments ou là, entre ce qu'il y a dans le segment. Alors, tu me parles de la fragmentation. La fragmentation, la segmentation, c'est deux choses différentes. Dans l'architecture des ordinateurs, je n'ai pas parlé du tout de la fragmentation. À moins que fait TD, on a parlé du vide qu'il faut combler par stratégie. La fragmentation, c'est le vide qui a soit à l'intérieur, donc il y a une fragmentation interne, externe, tout ça, vous allez le voir, système d'exploitation. La segmentation, c'est la division à la mémoire. Si je reste dans le module d'architecture des ordinateurs, la segmentation de la mémoire, c'est le fait que la mémoire soit divisée en segments. Donc, au lieu de se dire l'octet, par exemple, qu'un segment soit de taille 512 octets. L'octet numéro 513, je vais dire c'est l'octet 1, le deuxième segment, d'accord. L'adressage, il fait référence au segment d'abord et ensuite à l'octet à l'intérieur du segment. C'est ça le but à la segmentation. Oui. D'accord. La fragmentation, c'est autre chose du tout. Parce que j'ai besoin de rentrer dans la fragmentation, je n'ai pas envie de rentrer dans la fragmentation, ça c'est ça. D'accord. Monsieur le chevauchement, c'est une technique اللي شغل تندار automatiquement ولا حنا اللي نديروها شغل. Bon, écoute, la mémoire centrale, ça peut pas se faire automatiquement, ça peut pas se faire هكذا برك. C'est في 80-86, on s'est dit voilà, on pose les techniques de chevauchement et on essaye de recalculer les adresses dans le cas où elle est possible. C'est des choses qui se passent très rarement de façon automatique. Un exemple de la résolution de ces chevauchements, etc., c'est beaucoup plus pour gagner les espaces. Tu es d'accord avec moi? La mémoire centrale, tu m'as pour gagner avec le vide, avec un segment de data segment les fait une seule variable, tu as 2 octets, ça n'a pas de sens que RAID égale à 64 kilooctets et que le reste ne sera pas utilisé. Les systèmes réels, au niveau du système d'exploitation, les choses sont faisables. Mais au niveau de l'architecture, non, ça n'a pas de sens. Segment est segment. La division elle est rigide à la mémoire centrale. Le segment 0, il est de 0 à la taille moins 1, le segment 1 est de la taille 2 fois la taille moins 1 et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas envie sincèrement de détailler tout ça. D'autant plus que c'est des choses qui se font au niveau système d'exploitation beaucoup plus. Parce que là, c'est un gain des adresses. Mais je peux te donner l'exemple de la défragmentation, les dérouages de disque. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, mais j'ai Windows qui a une fonctionnalité défragmenter le disque. En grosso modo, il y a un disque dur comme il a fait 50 gigas occupés, les 50 gigas sont éparpillés, mais c'est séquentiel. Donc, il y a un début des fichiers, il y a à la fin, la partition, il y a un l'ouest, etc. La défragmentation, ça permet de rassembler tout, ça fait début du disque et laisser le vide à la fin pour libérer plus d'espace contigu. Et c'est des choses liées au système d'exploitation, donc je n'ai pas envie sincèrement de rentrer dans ces détails. D'accord. Mais bon, voilà, enlever un chevauchement, enfin, d'un point de vue de l'architecture des ordinateurs, ça revient plus ou moins à faire terminer un segment avant sa fin réelle qui est de 64 kilooctets. Tu vois? Donc, on laisse la partie occupée, on s'arrête.
Sauf que le prochain segment, d'un point de vue adressage, a dans la contrainte que toute adresse de début à un nouveau segment, un segment quelconque, doit être un multiple de 8. Donc, voilà, on l'a fait dans ce sens. Dans le sens, on réduit la taille d'un segment de 64 kilooctets à ce qu'il est réellement, tout en débutant les prochains segments le plus tôt possible. Donc, la contrainte est toujours la même. Débuter un segment, c'est une adresse multiple de 8. Après, la fin d'un segment, c'est lié à sa taille, en fait, qu'est-ce qu'il contient exactement. Une dernière question. Oui, Monsieur l'assembleur, c'est un langage اللي programme le hardware تاع la machine. هذا هو le rôle تاعو ولا عنده un autre rôle, par exemple avec un langage haut niveau qui masse par exemple, il va يكشغل يتكومبي là. Est-ce que يتحول directement le code machine ولا لازم يدوز على l'assembleur? Écoute, l'assembleur, si je peux le qualifier en termes de proximité au langage machine, au langage binaire, c'est le langage le plus proche au langage machine, d'accord, au binaire, parce que la traduction, elle est automatique de l'assembleur au binaire. Maintenant, l'objectif TAO, c'est que avec l'assembleur, tu interagis directement avec le matériel tel que tu le dis. Tu interagis directement avec le hardware. Tu n'as pas à passer par des bibliothèques ou là. D'ailleurs, la mémoire centrale, tu peux l'utiliser sans déclarer des variables. Tu vois, avec un exemple très simple. Je te demande de faire la somme de constantes, 5 ou 6 par exemple. Tu peux directement dans ta tête supposer que 5, tu n'as pas à la stocker dans une variable x ou 6 dans une variable y et 100 000 x ou y pour retrouver le résultat. Non. Tu peux dire directement la constante 5, allez, je vais la ranger en mémoire centrale à l'adresse 100 H. 6, je vais la ranger à 200 H. Et je vais faire la somme des contenus de la mémoire 100 H mais le contenu de la mémoire 200. Tu as la mémoire, toute la mémoire à ta disposition, tu y accèdes. Kiff, mais les périphériques d'entrée, sortie, un certain nombre de choses. Tu as accès direct à tout ce que tu veux. Maintenant, actuellement, l'assembleur, à quoi il sert? Il sert bien sûr à écrire des choses de bas niveau, donc des modules d'accès aux périphériques. Si je peux me permettre d'appeler ça les drivers directement, de monitoring des périphériques, les drivers, mais qu'on peut aussi programmer par des langages de haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'ils sont programmables uniquement par l'assembleur. Ça sert aussi à débugger des programmes qui existent, parce que quand tu as l'exécutable, tu as un programme, tu n'as pas son code source, c'est que tu ne peux pas à un moment donné comprendre par quoi il a été écrit, mais tu as au moins le code assembleur qui correspond à ton exécutable. Et qu'à partir de là, tu peux le lire, tu peux le comprendre, tu peux le changer, c'est nécessaire, etc. etc. Donc voilà, en fait, il est à la fois puissant parce que ça te permet de faire un tas de choses que tu ne pourras pas faire forcément avec les langages en niveau, mais maintenant tu les fais bien évidemment de façon très difficile. Tu as une boucle déjà, tu es obligé de passer par des actions élémentaires que le langage en niveau, tu le fais rapidement, pas de problème. Tu vas voir après le S2 par exemple, pour les opérations scanner, printf, etc., que j'ai pas cité du tout les instructions assembleur que je vous ai transmises, le S1. Quand vous allez faire une lecture ou une écriture, une lecture du clavier ou une écriture sur l'écran, tu as appris à les utiliser scanf ou printf facilement. En assembleur, vous allez galérer en fait pour lire un entier. C'est des choses qui ne sont pas tout à fait évidentes. D'accord, merci, monsieur. Et Bachir, si tu as toujours la question, ça a été posé facilement entre eux. Monsieur, pour la troisième série d'idées, est-ce qu'on a fait la deuxième partie de la troisième question? Bachir, s'il vous plaît. La troisième question de la série de l'assembleur. Est-ce qu'on a fait la deuxième partie? Celle de X et
multiplication de x et y sur 16 bits. درتها en présentiel la semaine passée. D'accord. Mais il n'y a pas eu la correction. Mais entre-temps, vous pouvez le demander à quelqu'un d'autre. Il va être comme les gens qui étaient présents. C'était juste la traduction de la boucle. Donc, en fait, la multiplication. On a fait juste celle sur 8 bits. Et oui, c'est ce que je vous ai dit. Quand on déroge l'histoire de 16 bits, donc la multiplication de 16 bits par un 16 bits, parce que le résultat aurait été sur 32 bits. Voilà, je ne voulais pas rentrer sur tout ce qui est double word comme variable de type double word. D'accord. Donc, l'idée de ta question, c'était de faire la multiplication, pardon, avec une boucle d'addition. À la fin, on a terminé par donner la syntaxe de mul, comment il fonctionne. Le mul en assembleur, mais bon. Il y a un groupe où elle m'a oublié le mul, mais ce n'est pas un problème. De toute façon, on va le faire pour le S2 pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous en oui, s'il vous plaît. Là, je n'ai pas fait de sauvegarde d'enregistrement vidéo, mais s'il y a quelqu'un qui l'a fait, il peut vous l'envoyer. Je ne sais pas si tu as raté le début de toute la séance ou une partie de la séance, mais en fait, sincèrement, je n'ai pas fait de sauvegarde d'enregistrement vidéo. Maintenant, maintenant, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a fait les enregistrements, etc., mais maintenant, j'aimerais bien les récupérer pour les mettre sur la page de le cours, après les avoir traités. Donc, n'hésitez pas, si vous avez fait des enregistrements, des dépôts, etc., de m'envoyer un lien pour que je puisse les reprendre. Oui, Azir. ما نقدرش malheureusement. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de sujets là. En fait, je sais pas le module d'architecture des ordinateurs, ça fait 3 ans que je le fais à la place de Madame Amri qui est partie en retraite. Donc même maintenant, j'ai plus de mal. J'imagine que j'ai plus de mal que vous à trouver des sujets d'examen pour vous examiner. Donc, si mon répertoire il est tout petit et que vous allez l'avoir, donc ça va être difficile pour moi même pas de trouver. Donc, je pense qu'avec ce que vous avez déjà sur les photocopies, les années passées, etc., vous avez plus que moi de sujets. Donc, je peux te demander, Aziz, si tu as des sujets, t'as Monsieur Ayash ou t'as Madame Derbal, ou là, n'hésite pas à me les envoyer. Non, je plaisante, mais voilà. Je pense que vous pouvez les avoir d'une autre manière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, mais là j'en profite pour vous dire merci d'avoir été présent. Et comme ça, merci messieurs. Bon courage, bonne révision de la semaine et bon courage pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci monsieur.